Ce qui me plaît le plus, c'est la volonté de faire grandir ces soldats. Donc faire grandir les marsouins dont on a la responsabilité, dont on a la charge. C'est d'essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, de les faire progresser en tant que soldats, mais aussi en tant qu'hommes, puisqu'on essaie de les conseiller aussi sur leur vie personnelle quand ils le demandent, bien sûr. Donc voilà ce qu'il y a de plus passionnant. Pour moi, c'est de faire grandir des hommes, faire grandir des soldats pour qu'ils puissent être le plus près possible sur n'importe quelle mission et surtout aussi pour qu'ils vous fassent confiance lorsque vous leur donnez des ordres au combat et qu'ils puissent les exécuter sans que vous ayez à vous soucier de savoir s'ils vont le faire ou non. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous sommes de retour au RICM, le régiment d'infanterie chars de marine basé à Poitiers, pour nous entretenir avec le lieutenant Gabriel, l'un de ces jeunes chefs de peloton. Avec lui, nous allons continuer à en apprendre davantage sur le régiment le plus décoré de France et le quotidien de ces marsouins, que ce soit en France ou en mission à l'étranger. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'au magazine papier pour soutenir notre travail. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc je suis le lieutenant Gabriel, je suis chef de peloton au RICM depuis maintenant 2 ans. Je suis âgé de 27 ans et marié et père de 2 enfants. Donc j'essaie de combiner au mieux mon parcours professionnel et ma vie de famille. Je viens du monde civil puisque j'ai effectué mes études dans le civil jusqu'à Bac+5 avant de passer un concours officier sur titre pour intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Concours que je réussis, qui me permet d'entrer à Saint-Cyr et d'y effectuer ma formation de jeune officier pendant 1 an. À la fin de cette année, je choisis de rejoindre l'arme blindée cavalerie. Donc je suis muté à Saumur, à l'école de cavalerie, à la division d'application des lieutenants pour me spécialiser dans le combat blindé. Et à l'issue de cette année, je choisis de servir au régiment infanterie chars de marine dans la spécialité de reconnaissance et d'intervention avec toute la composante anti-char qui est dotée au régiment. D'accord. Et pourquoi ce choix de la cavalerie ? Le choix de la cavalerie, d'abord le choix des armes de mêlée, puisque ce sont les armes de haut contact, c'est là que l'on a vocation à commander au combat. Donc ça c'est vraiment ce pourquoi je me suis engagé. Donc ça c'est la première composante. Et la deuxième composante, la cavalerie en particulier, pour la puissance de feu, la réactivité, la liberté de manœuvre que l'on accorde davantage à un jeune officier de cavalerie, la vitesse d'exécution, voilà, tout ça c'est des choses qui me parlaient et qui, je trouvais, me correspondaient davantage. Comment ça s'est passé cette formation entre Saint-Cyr et Saumur en tant qu'officier sur titre ? Parce que vous n'avez pas fait de prépa avant comme plein d'autres officiers qui tentent Saint-Cyr ? Alors effectivement, j'ai pas le même parcours que la plupart de mes camarades. On doit tout voir en 1 an, alors que nos camarades ont 3 ans pour digérer davantage d'informations. Donc effectivement, c'est rapide, c'est dense. La concurrence est rude aussi. Donc là, c'est du travail pour atteindre le niveau de nos camarades, du travail individuel. Et ensuite, l'enjeu, c'est de bien s'intégrer dans la promo. Qui justement a déjà construit aussi depuis 2 ans. Donc là c'est des rencontres, un peu de chance aussi, en fonction de sur qui on tombe. Pour ma part, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Je me suis fait des bons amis sur ce dernier semestre. Et puis de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut avoir le niveau, il faut atteindre le niveau des autres. Et on n'a pas le choix que de s'en donner les moyens. Le RICM, c'était votre premier choix ? Le RICM, c'était mon premier choix, oui. J'ai toujours été attiré par les troupes de marine pour sa culture et puis pour aussi l'opportunité de partir en séjour et de vivre d'autres expériences que l'on peut vivre que grâce à cette spécialité d'armes. Et le RICM, parce que c'est aussi un régiment prestigieux
dont les traditions attirent un petit peu le jeune officier que je suis. C'est quoi plus particulièrement qui vous a attiré dans cet aspect tradition, rayonnement, prestige de ce régiment ? Le régiment est connu, on dit souvent le premier de France. C'est le premier car le plus décoré. Voilà, si c'est le plus décoré, c'est parce qu'il a une histoire importante avec des anciens qui ont accompli de grandes choses. Et c'est grâce à ça qu'il a une certaine renommée qui dépasse le champ des troupes de marine, le champ de l'arme blindée cavalerie. Et en fait, et ça on s'en rend compte après, mais tout le monde connaît le RICM, tout le monde connaît son histoire. Et c'est vrai que c'est assez vertigineux, mais aussi très stimulant de rentrer dans cette famille. C'est important, justement, cette histoire, ce passé, quand on voit les événements aujourd'hui, qu'on a l'impression que ça s'accélère un peu. Quelle part ça prend pour vous dans votre engagement, dans votre préparation pour partir en opération ? Alors ça prend une part qui n'est pas omniprésente au quotidien, on va pas se le cacher. Néanmoins, c'est quelque chose que l'on aime, dont on a besoin de se rappeler à titre individuel, mais aussi qu'on a besoin de rappeler à nos marsouins, que nos chefs nous rappellent également. On est dans la lignée de certains héros de guerre, donc c'est quelque chose qui se cultive depuis toujours. Et donc on entre dans un terreau, il y a cette culture au quotidien, culture du travail, culture de l'effort, de la mission aussi. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous et qui nous accompagne tout le long de nos préparations et de nos entraînements. Et dans l'hypothèse un jour éventuellement d'aller au combat, voilà, ce sont des exemples que l'on a à suivre et c'est une sorte de moteur qui nous permettrait d'avancer. Voilà. Le regard des autres et le regard de nos anciens. Ouais. Une motivation qui donne un peu de sens, du coup, à l'engagement. C'est aussi ce qui donne du sens. C'est ce qui donne du sens de manière plus précise au sein du régiment. Mais oui, le drapeau, ce qu'ont fait nos anciens, c'est ce vers quoi on se tourne quand on a besoin de savoir où on veut aller. Vous avez parlé de la formation des jeunes marsouins. Dans vos prérogatives de chef de section, il y a cette formation, le fait de faire les classes aux jeunes aussi ? Alors, tout le monde ne fait pas des classes. C'est quelque chose que beaucoup de lieutenants font, participer à une action de formation plus généralement. Moi, par exemple, je n'ai pas fait de classe. J'ai fait une formation qui intervient après 2 ans de service à peu près pour faire passer les jeunes au grade supérieur. Donc j'ai eu cette action de formation qui n'est pas les classes, mais ce sont des choses qui sont importantes dans notre cursus, dans notre formation de jeunes officiers, pour affirmer aussi d'une certaine façon notre commandement. On travaille directement sur des personnes, donc soit des civils qui deviennent militaires, soit des jeunes première classe qui doivent devenir caporaux. Et donc on les façonne aussi un petit peu à notre image. On nous donne beaucoup d'autonomie pour la préparation de ce genre de choses. Donc on grandit sur plein de points, que ce soit le commandement, puisqu'on est confronté quotidiennement pendant longtemps avec nos gars sans interruption, et nos cadres qui nous aident dans ce travail. Et aussi on marque des générations de soldats, en bien ou en mal d'ailleurs, mais on les marque et on marque la vie d'un escadron, puisqu'on fait référence à la classe, aux classes ou aux formations ultérieures de ceux qui ont participé. Le fait d'avoir eu une vie avant, en quelque sorte, avant d'arriver à Saint-Cyr et dans cet univers militaire et d'officier aussi dans l'armée, qui est assez particulier, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre commandement au quotidien ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté, je dirais, une petite différence pour rentrer à Saint-Cyr, une petite particularité. Elle m'apporte pas spécifiquement de choses au quotidien aujourd'hui, puisque en fait on doit tout de même rentrer dans un moule, dans une façon de faire, au sein d'un régiment avec ses traditions, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que ça permet peut-être de mettre en perspective pas mal de choses, de prendre du recul sur certaines situations, sur ce qu'on fait, sur
sur ce qui se passe aussi dehors, parce que ça permet de rester peut-être un peu plus connecté avec la réalité. Je ne veux pas dire ça pour blâmer mes camarades, mais je pense que ce que ça peut nous apporter dans notre carrière pourra se voir peut-être après. Aujourd'hui, en tout cas, dans mes premières années de lieutenant, je fais la même chose que mes camarades. J'essaie de faire aussi bien qu'eux, et ils essaient de faire aussi bien que moi. On se tire tous vers le haut, mais je ne crois pas que c'est ce qui change fondamentalement aujourd'hui mon métier et ma façon de voir les choses. Vous faisiez quoi avant ? Surtout que moi, avant, j'ai pas énormément travaillé. Je sortais de mes études. J'ai eu la chance de faire de la littérature et du droit, de faire quelques stages, des petits boulots d'étudiants. Donc oui, on pourrait dire que j'ai une petite expérience en dehors de l'armée. Ça me permet de voir d'autres choses. Mais j'ai eu un parcours plutôt classique d'universitaire. À enchaîner mes années, mes licences et voilà. Mais je pense que ce que ça pourrait m'apporter, c'est que ça m'a permis de mieux mûrir mon projet. Puisqu'en sortant du bac, pour le coup, je pense que j'avais déjà ça en tête, mais j'étais peut-être pas assez mûr, pas assez sûr de moi. Ça m'a permis de mûrir ma réflexion et mon engagement. Je pense qu'il était plus mûr après 5 ans d'études que pendant le bac. Vous auriez pu vous engager comme marsouin, justement, après le bac ? Après le bac, non. Après le bac, je pense pas que j'aurais pu, puisque j'étais pas forcément dans cette logique de tout de suite travailler, de tout de suite avoir des... Voilà, j'étais parti pour faire mes études sans trop... Avec un peu de légèreté, il faut le dire. Je pense qu'à ce moment-là, non, j'étais pas prêt à l'engagement tout court, en fait. Pas prêt à l'engagement ni dans le monde professionnel. Voilà, il me fallait encore mûrir sur les bancs de la fac. Et vous avez de la famille militaire ? J'ai de la famille militaire. J'en ai pas mal, oui. Mon père est médecin militaire depuis pas mal d'années. Mon grand-père était militaire aussi. Donc ça participe à cet engagement, à cette vocation. Puisque ça a toujours été des exemples, là je parle des plus proches, j'en ai d'autres aussi, mais ça a toujours été des exemples et des modèles depuis que je suis tout petit. Donc forcément, c'est quelque chose qui se transmet peut-être plus facilement lorsqu'on baigne là-dedans depuis jeune enfant. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le déclic justement pour vous dire bon là j'arrête les études et puis où j'ai fini cette partie d'études et je me lance ? Le problème de la fac, et ça c'est peut-être ce qui me différencie de mes camarades qui ont été à Saint-Cyr depuis le début, le problème de la fac c'est qu'il faut trouver un objectif pour avancer tout seul sur les bancs de l'université. Et puis on enchaîne les années et au bout d'un moment il faut vraiment se demander ce qu'on va faire plus tard. Ce qui était sûr c'est que j'étais pas vraiment friand de ce que je faisais à la fac et à un moment donné je me suis vraiment posé la question de ce que j'allais devenir et ce que j'allais pouvoir faire demain. Et en raison de mes appétences, de mes amis, de mon entourage, après m'être beaucoup renseigné, avoir fait différents stages dans différentes entreprises ou au sein de la gendarmerie, j'ai fait pas mal de stages à la gendarmerie. Petit à petit, la notion de l'engagement revient, on se re-questionne, on se demande à nouveau si on est fait pour ça. Et force est de constater que oui, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, ça a été un cheminement. Il n'y a pas vraiment eu de déclic, à part me demander ce que je faisais à un cours de droit administratif. Il n'y a pas eu de déclic. Il est venu progressivement et c'est issu de réflexions, de discussions aussi avec des amis, avec les parents. Voilà comment c'est venu progressivement. Puis ensuite, on sanctionne ça d'une certaine façon par une PMS, préparation militaire supérieure, là. Une sorte de stage découverte de 3 semaines dans l'armée, où on vient pour savoir si le monde militaire est quelque chose qui nous correspond ou pas du tout. En l'occurrence, moi, en sortant de là, j'avais qu'une idée en tête, c'était de foncer vers ce concours pour... Et vous l'avez fait ici, à Poitiers ? Pas du tout, je suis pas du tout de Poitiers. Moi, j'ai un peu bougé puisque mon père est militaire. Mais à ce moment-là, je faisais mes études en région parisienne et j'habitais Versailles.
Donc j'ai fait tout ça là-bas. Et ma préparation militaire, elle, je l'ai effectuée à Vars, donc près de Grenoble, au sein du 93e régiment d'artillerie de montagne. Donc rien à voir avec ce que je fais. Mais j'en garde de très bons souvenirs, même si j'ai pas du tout suivi cette voie-là après. D'accord. Vous avez évoqué le fait que c'est un régiment qui donne des opportunités peut-être encore plus d'aventure que dans d'autres régiments, parce qu'on part encore plus en opération extérieure, en mission courte durée. C'est quoi votre expérience dans ce domaine ? Alors je précise juste qu'on part pas forcément plus en opération extérieure, même je pense pas qu'on parte plus que les autres. Tout le monde à son tour. Ce qui différencie des autres, c'est qu'on part en séjour outre-mer, donc c'est des missions longue durée pour le coup. On part 2 ou 3 ans régulièrement en outre-mer, en Afrique. Donc c'est ça qui nous différencie plus que l'opérationnel pur. L'opérationnel pur, moi mes camarades qui sont dans d'autres régiments font tout autant, voire même plus pour certains. Donc voilà, je précise juste ça. Et ensuite, vous me demandez quelles sont mes expériences. Ouais. C'est mes expériences personnelles. Moi, depuis que je suis arrivé, donc j'ai commencé par cette action de formation dont je vous parlais, ce qui m'a permis de rencontrer mes cadres, rencontrer les marsouins que j'ai dû former. Et une fois que c'était terminé, nous avons dû nous préparer à partir en mission au Liban sous mandat ONU. Donc mission particulière et un peu sensible. Donc on s'y est préparé du mieux qu'on pouvait avec mon supérieur direct qui avait déjà fait cette mission quand il était lieutenant. Donc voilà, il nous a bien guidés là-dessus. Donc préparation de cette mission, j'ai eu la chance de partir du coup 4 mois au Liban l'année dernière. Et au retour de ces 4 mois, après quelques permissions, on s'est préparé pour partir à Sentinelle pendant 2 mois, donc en octobre et en novembre dernier, à Lille. À Lille, ok. Voilà, donc ce qui fait qu'en 1 an et demi, j'ai pu voir différents types de missions qu'on propose à l'armée de terre aujourd'hui. Alors c'est quoi votre ressenti sur ces 2 missions ? Mon ressenti, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous en retenez c'est quoi vos meilleurs souvenirs et qu'est-ce que vous en retenez comme leçon peut-être ? Comme leçon, ce que je retiens, c'est déjà que on est content d'être avec nos marsouins pendant tout ce temps, sans interruption, même si c'est pas toujours évident et parfois un peu fatigant. On s'est engagé pour commander au quotidien et c'est là qu'on peut l'exercer au mieux. Donc déjà, ça c'est la première leçon et la première chose pour laquelle je suis ravi de ces expériences. On s'est engagé aussi pour partir en opération extérieure, pour découvrir d'autres pays. Donc j'ai eu la chance de partir au Liban, donc en première année, ce qui du coup remplit une seconde case d'une certaine façon des raisons pour lesquelles je me suis engagé. En plus, cet endroit du monde est quand même assez particulier, donc c'était avant les événements du 7 octobre, mais déjà on sentait que c'était un endroit où il se passait beaucoup de choses, donc c'est aussi de ce point de vue-là hyper intéressant de pouvoir savoir ce qui se passe au quotidien, être un peu dans le cœur du réacteur et d'être c'était fascinant de suivre ça d'un point de vue géopolitique. C'était intéressant aussi de l'expliquer à nos marsouins qui n'ont pas forcément ce genre d'appétence, mais ça leur permettait eux aussi de s'ouvrir et de comprendre pas mal de choses dans la région et du coup dans le monde. Il fallait aussi trouver le sens qu'on faisait, donner du sens à notre engagement, donc le donner à nos marsouins pour expliquer en permanence, lorsque le temps devenait long, les raisons profondes pour lesquelles la France était déployée là-bas. Voilà, tout ça, c'est des exercices à mener sur le long terme qui ne sont pas forcément évidents toujours, mais qui répondent parfaitement aux raisons pour lesquelles on s'engage en tant que lieutenant dans l'armée de terre. Et puis du coup est venu Sentinelle après. Pour les mêmes raisons, c'est une mission intéressante, c'est qu'on est avec nos marsouins pendant toute la durée de la mission au quotidien et qu'on commande pendant tout le mandat
Donc là, c'était 2 mois en l'occurrence. On commande nos marsouins avec toute l'énergie qu'on peut. Là aussi, il faut leur donner du sens à leur mission en permanence, tous les jours quand ils se lèvent. Faut être capable de leur faire garder un peu leur motivation, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître, quand on rentre de 4 mois de mission, aller à Sentinelle, ça pourrait paraître un peu plus rébarbatif, mais voilà, c'est la mission et il faut que les marsouins soient aussi convaincus. Donc ça aussi, c'est un challenge qui est intéressant à relever. C'est pas plus difficile d'avoir de réussir à donner du sens sur une mission à l'extérieur du territoire qu'en France? Parce qu'au final, en France, les gens commencent à comprendre à quoi sert Sentinelle. On a pu sentir aussi les menaces qu'il y a aussi en France. Le Liban, c'est quand même beaucoup plus éloigné. Beaucoup de gens ne savent même pas que la France est là-bas, sous mandat de l'ONU. Oui, c'est vrai. Alors, pour le monde extérieur, effectivement. Mais nos marsouins, en fait, ils savent. Les missions Sentinelle, ils en ont fait plein. Donc en fait, c'est peut-être la logique inverse. C'est le côté de lassitude. Voilà, ils ont déjà fait plusieurs fois, ils connaissent les enjeux de la mission, ils savent très bien comment ça se passe. Le risque, c'est la routine. C'est la routine qui fait qu'on peut commettre des erreurs. Et quand ils ont déjà 3-4 mandats Sentinelle à leur actif, y retourner, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus attractif et attrayant au début. Alors que partir au Liban, si certains étaient déjà peut-être allés une fois il y a quelques années, mais voilà, ce sont des aventures différentes qui changent l'ordinaire. Et en réalité, nos marsouins sont demandeurs de ça. Ils se sont d'abord engagés pour l'aventure. Et cette aventure, on la retrouve plutôt à l'extérieur. C'est quoi le quotidien d'un jeune lieutenant comme vous au Liban? C'est quoi les types de missions que vous faites, sans rentrer dans le détail bien sûr de l'opérationnel, mais qu'on comprenne un peu le quotidien que vous vivez là-bas? Au Liban, on nous demande il est demandé à la France et du coup à ses lieutenants et à leurs hommes d'être au contact des forces armées libanaises, donc de travailler avec eux, de patrouiller avec eux dans la zone sud Liban pour les aider à assurer l'autorité de l'armée libanaise dans la région, pour leur aider à surveiller la frontière, qui est l'enjeu des discordes entre les pays voisins. Donc ça, c'est la première mission qui est demandée de tenir, donc d'effectuer des patrouilles avec les Libanais, les soldats libanais à la frontière, de montrer la présence de la France aussi, c'est important. C'est important pour notre pays de montrer qu'on soutient le Liban et enfin de participer aussi à des échanges, à des entraînements communs avec les Libanais pour faire perdurer le lien entre nos deux pays à travers les forces armées. Donc voilà les missions principales pour lesquelles on est envoyé là-bas. Et dans le même temps, on échange aussi avec toutes les armées en place. Je pense aux Italiens, aux Espagnols, aux Finlandais aussi qu'on côtoie bien. Donc voilà, c'est montrer que la France est présente au soutien, en appui, comme on dit, des forces armées libanaises dans une zone qui est quand même énormément contestée aujourd'hui. Ouais. Et puis ces derniers mois, c'était une zone qui était très visée, très ciblée. Et aujourd'hui, oui, la situation semble s'être beaucoup détériorée. Vous continuez de regarder un petit peu ce qui se passe, pour tenir au courant. Forcément, je pense que l'on regarde l'actualité de la zone géographique différemment une fois qu'on en revient, on a eu accès à beaucoup d'informations, à beaucoup de remontées d'informations dans cette zone. Donc on la comprend un peu mieux en repartant. Et c'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent après. On le sait un petit peu en contactant les gens qui nous ont relevés sur place. On le sait en regardant les informations, en ciblant davantage nos recherches sur la zone. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu les événements en début octobre et que la situation au sud-Liban s'est dégradée, nous avons eu tous, qui venions du Liban 3 mois plus tôt, un regard différent sur la situation. Je comprends.
Sur Sentinelle, le fait d'être déployé avec un régiment, une arme de mêlée, mais vous, c'est pas trop votre truc de patrouiller à pied, si j'ose dire. Sur Sentinelle, c'est une spécificité ou... Alors, à pied, marcher, ça reste quand même la base du métier de soldat, du métier de militaire. Dans toutes les formations initiales, on parle pas de véhicule, on parle pas de blindés, on parle pas de tout ça. Tout le monde fait sa formation initiale à pied, comme un combattant. Les fantassins disent 0-0, donc le niveau de base que chaque soldat doit avoir, c'est du combat à pied. Donc en fait, on pourrait dire que c'est une forme de retour aux sources que de patrouiller à pied. Mais comme je vous l'ai dit, Sentinelle, en fait, ça fait quand même beaucoup de temps que l'armée de terre a l'habitude d'effectuer la mission. Les marsouins ont l'habitude, et donc on patrouille à pied. Par contre, il y a aussi beaucoup de déplacements en véhicule. Dans certaines zones, en fait, les marsouins patrouillaient en véhicule. Donc c'est pas du pédestre en permanence, même s'il y en a, mais ça fait du bien de reprendre les jambes et de marcher dans les rues. Pour parler de véhicules, donc vous êtes dans le 4e escadron, oui. qu'on surnomme l'escadron Mustang. Oui. Pourquoi ce nom, vous savez? Pourquoi ce nom? Tous les escadrons ont un animal fétiche. Ouais. Le choix du Mustang n'a pas forcément de lien avec notre spécificité d'escadron de reconnaissance, puisque auparavant c'était un escadron de chars. Mais pour le coup, je ne saurais pas trop vous répondre sur l'origine du Mustang. Pourquoi le Mustang plutôt qu'autre chose? Je pense que ce sont des choix qui sont faits par des gens à un moment donné où il faut créer les escadrons. Il y a pas de... Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie signification derrière. Mais par contre, c'est quelque chose auquel on était attaché aujourd'hui. Voilà, parce que ça fait longtemps que c'est en place. Et c'est quelque chose auquel on est tous attachés, parce que ça nous permet de nous différencier de nos camarades des autres escadrons. Ouais. Alors, c'est quoi les spécificités du combat en VBL et dans cet escadron plus particulièrement? Donc les spécificités du VBL par rapport aux chars AMX 10 RC ou Jaguar qui sont en train de les remplacer, voire même des chars Leclerc dans les régiments de Leclerc, c'est déjà la taille de notre engin, les capacités de feu qui ne sont pas les mêmes, et l'utilité tactique qu'on en fait. Nous, on est un peloton est constitué de 8 VBL, divisé en patrouilles de 2. Leur objectif, c'est de renseigner de la manière la plus discrète possible sur le terrain, sur l'ennemi, en fonction des missions, et le cas échéant, éventuellement de détruire un ennemi si on en a l'opportunité. Mais c'est avant tout d'être discret et manœuvrier et d'évoluer dans la profondeur en avant des troupes le plus discrètement possible. Ça nous est permis par notre type d'engin, le véhicule blindé léger, qui est beaucoup plus petit que ses camarades à canon, qui eux interviennent derrière dans le but de détruire un ennemi. Donc voilà la spécificité plus technique au niveau des tailles d'engin, en fait, tout simplement. Du coup, on voyage plus léger, mais forcément notre force de frappe est moins lourde, donc on est aussi plus vulnérable. C'est pour ça qu'on est la plupart du temps en déplacement, jamais statique, et le plus discret possible pour éviter de se faire déceler par l'ennemi. D'accord. Et vous pourriez être amené à commander dans un autre escadron sur un autre type d'équipement aussi? Ce serait possible pour vous? Oui, alors moi ça ce sont des choses que je maîtrise pas, et si en tout cas on me donne la possibilité de le faire, ce serait avec plaisir. De ce que je peux voir de mes anciens, c'est que ça arrive souvent de changer d'escadron, de changer de spécificité, puisque le type de commandement du commandant d'unité est un peu différent de celui du chef de peloton. Mais je pense que c'est aussi une bonne chose, parce que ça permet au sein d'un même régiment, au sein d'une même spécialité d'armes, d'avoir un regard sur les deux spécificités, le char roue-canon et le VBL de reconnaissance. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble qui peut être intéressante, oui.
Et vous, à titre personnel, comment vous voyez dans les prochaines années? Vous pensez à 10, 20 ans de service dans l'armée Forcément, de temps en temps, on peut se projeter avec légèreté sur la suite de la carrière, mais elle est quand même assez incertaine puisqu'elle dépend de beaucoup de rendez-vous à ne pas manquer. Et puis surtout, je crois qu'il faut profiter à fond de nos expériences de commandement actuelles, parce que là encore, je répète un petit peu, je pense que je ne m'en rends pas pleinement compte, mais ce sont les meilleures, c'est celles où on est au contact de nos soldats en permanence. C'est celle où on peut avoir une certaine insouciance aussi, c'est celle aussi où on découvre, on apprend beaucoup de choses dans le commandement, sur nous-mêmes, sur nos marsouins, sur le fonctionnement de notre escadron, le fonctionnement de notre régiment, le fonctionnement de l'armée en général. Et je pense que je crois que c'est vrai, et donc je crois qu'il faut profiter au maximum de notre expérience aujourd'hui, rêvasser un petit peu de ce qu'on pourrait faire dans 20 ans, mais ce qui est important, c'est de bien faire ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir éventuellement avoir l'opportunité d'évoluer demain. C'est quoi qui vous plaît le plus dans le commandement, dans l'acte de commander? Est-ce que vous avez appris au fil du temps? Ce qui me plaît le plus, c'est la volonté de faire grandir ces soldats. Donc faire grandir les marsouins dont on a la responsabilité, dont on a la charge. C'est d'essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, de les faire progresser en tant que soldats, mais aussi en tant qu'hommes, puisqu'on essaie de les conseiller aussi sur leur vie personnelle quand ils le demandent, bien sûr. Donc voilà ce qu'il y a de plus passionnant. Pour moi, c'est de faire grandir des hommes, faire grandir des soldats, pour qu'ils puissent être le plus prêts possible sur n'importe quelle mission, et surtout aussi pour qu'ils vous fassent confiance lorsque vous leur donnez des ordres au combat, et qu'ils puissent les exécuter sans que vous ayez à vous soucier de savoir s'ils vont le faire ou non. Voilà pour moi ce qui est le plus stimulant dans le fait de commander nos marsouins. Et alors, pour parler de ça, une question que beaucoup de gens se posent à l'extérieur quand ils voient des militaires, c'est la question du risque aussi. Ce régiment est plus décoré, mais pas pour rien aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris des risques. Comment on appréhende ça en tant qu'officier qui commande des marsouins, justement, qui donnent des ordres, qui pourraient avoir des répercussions aussi sur leur vie, sur la vôtre? C'est une question qui est assez difficile, question qu'on se pose avant l'engagement dans l'armée. J'ai écouté récemment le général Lecointe qui intervient dans différentes interviews et qui rappelle que le but premier de l'armée, c'est de donner la mort volontairement sur ordre au risque de sa propre vie, et c'est ce qui fait sa spécificité et sa singularité. Et je crois que c'est à ça qu'il faut se rattacher. Notre métier, c'est bien ça, c'est de se préparer à ça en tout cas, et donc il faut aussi accepter ce risque. Lorsqu'on donne des ordres qui peuvent avoir des conséquences pour nos soldats, de manière très crue, ça fait partie du métier. C'est pour accomplir une mission qu'on nous a donnée, qu'on nous a confiée, et dont on se doit de la réaliser. Est-ce que parce que j'imagine que depuis le début de votre engagement, il y a eu des périodes de doute, des périodes d'incertitude aussi peut-être. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on vous a donnés, que ce soit à Saint-Cyr, à Saumur ou ici en arrivant au régiment, qui vous ont aidé et que vous aimeriez repartager peut-être à un jeune qui comme vous aimerait s'engager comme jeune lieutenant? Des conseils pour un officier ou pour un jeune, enfin plus jeune, des conseils que l'on m'aurait donnés. Le conseil, c'est déjà de faire confiance aux instructeurs qui nous forment. Bon, c'est pas vraiment un conseil, mais il faut faire confiance à ces instructeurs, parce qu'on a la chance d'avoir des instructeurs qui sont de grande qualité, qui viennent nous former. C'est de s'enrichir des expériences de ces instructeurs ou de nos premiers chefs, qui sont souvent des premiers modèles, des premiers exemples. Moi, je me remémore beaucoup
ce que faisait mon premier chef de section à Côte-Quidan, qui est un exemple pour moi et dont j'essaie de retirer beaucoup de choses. Donc oui, retirer de l'expérience de ceux qui nous ont formés, de ceux que l'on croise avant de prendre le commandement, un premier commandement. Ça, c'est le plus important. Faire confiance dans ces instructeurs qui nous apportent énormément de par leur expérience, leur charisme, leurs compétences. Et être toujours à l'écoute lorsqu'on arrive nouveau dans une unité, être à l'écoute de son chef, mais aussi de ses sous-officiers qui ont davantage d'expérience et qui sont là aussi pour nous épauler, pour nous aider dans l'accomplissement de notre mission. Et en ayant tout ça en tête, je pense que après il faut aussi se faire confiance en soi, enfin se faire confiance et avancer pour répondre aux objectifs qui nous ont été fixés. Comment on fait justement pour gagner en confiance en soi quand on a un poste, enfin quand on a une responsabilité assez importante comme la vôtre et qu'on n'a pas non plus toute l'expérience derrière qui va baquer un petit peu tout ça? Comment on fait? C'est quoi les petites méthodes, les petits trucs et astuces peut-être pour avoir plus confiance en soi? Avoir des petits trucs et astuces pour avoir confiance en soi, c'est une bonne question. Ça fait déjà, faut se dire que si on a été recruté, c'est parce qu'il y a probablement une bonne raison. C'est pas hésiter à aller poser des questions, à aller rechercher les informations, et ensuite se mettre. Je vais pas dire que c'est une sorte de rôle que l'on joue, mais une fois qu'on enfile l'uniforme et qu'on met notre galon, voilà, se dire il y a aussi de l'image qui compte, un rôle à jouer. Et qu'il faut se mettre dans un personnage un petit peu, se dissocier l'homme qu'on est à la maison du lieutenant qu'on est au régiment, et essayer de se mettre dans sa bulle de chef. Mais de toute façon, tous ceux qui arrivent là où je suis aujourd'hui ont eu forcément à se poser la question en école, se sont posé la question dans leur engagement, et comme je vous dis, en se remémorant les exemples de nos chefs à Côte-Quidan, à Saumur, de tous ceux qu'on a croisés pendant nos formations. En fait, après, ça vient, ça se construit, ça se structure. Il faut toujours se poser des questions, se remettre en question. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Et puis on a la chance, alors en tout cas au régiment, d'avoir des chefs qui sont bienveillants et qui sont là pour nous accompagner. On a la chance d'avoir des subordonnés de grande qualité qui sont aussi là pour accomplir la mission avec nous. Donc voilà, il faut aussi se reposer sur les compétences des autres et ensuite ça déroule. Super. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous poser ces questions. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site defense-horizon.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.